Salut la compagnie, c'est Jules Melon. L'heure est enfin venue de dresser le bilan top des films sortis chez nous en 2025. Comme chaque année, je vais me concentrer ici uniquement sur les œuvres que j'ai appréciées. Ne vous attendez donc pas au moindre flop dans cette vidéo car il y a déjà beaucoup à dire sur toutes ces belles propositions de cinéma. Car sans surprise, 2025 a encore été une année très riche et variée sur des propositions de qualité. Ce fut donc très compliqué d'en sélectionner une cinquantaine dans ce récapitulatif. Comme les années précédentes, je vais d'abord passer en revue une bonne vingtaine de mentions honorables selon diverses catégories, pour ensuite évoquer les 20 films qui auraient pu postuler au top 10, avant de finir par les 10 métrages qui m'ont le plus marqué cette année. Précision utile, si vous voulez plus de détails sur chaque film ici évoqué, vous pourrez retrouver sur ma chaîne des impros cinécritiques ou podcasts détaillés dessus, avec peut-être, comme d'habitude, entre-temps certains avis qui ont évolué avec plus de recul ou certains revisionnages. Mais si selon vous, j'en ai oublié dans ce bilan, c'est que soit je les ai pas vus, mais vous pourrez me le signaler en commentaire et je vous répondrai à ce sujet, soit que je ne les ai pas suffisamment appréciés pour être ici mentionné, ou que je n'ai pas du tout adhéré à leurs propositions, ça peut aussi arriver. Mais là, je vous invite à faire une petite recherche, tout simplement en tapant Jus de melon, plus le titre du film, plus un pro-ciné critique ou podcast, afin de voir si j'en ai parlé ou pas. Normalement, c'est référencé. Il peut y avoir évidemment quelques oublis de la part de YouTube, ça arrive. Évidemment, comme chaque année, oui, je n'ai malheureusement pas pu tout voir au cinéma, par manque de temps selon les semaines ou distribution insuffisante. Je vais en citer quelques-uns du coup, vraiment que j'aurais aimé voir et qui auraient probablement pu figurer ici. Par exemple, La Petite Dernière, oui, Neja 2, film d'animation chinois, mais comme j'ai pas vu le premier, je l'ai loupé. La disparition de Joseph Mengele, Des preuves d'amour, Kneecap, Magellan, ou encore le maître du kabuki. Bon, et la liste est non exhaustive potentiellement. J'espère rattraper tout ceci évidemment bientôt, et vous en aurez évidemment de mes nouvelles si c'est le cas. Commençons donc officiellement ce bilan par une grosse vingtaine de films que j'ai trouvé fort intéressants, et ce à divers degrés. Et en priorité, je voulais citer un véritable ovni. Escape from the 21st Century de Li Yang, l'une des perles du cinéma chinois sorti en 2025, et j'en évoquerai d'autres bien plus haut dans ce classement d'ailleurs. Bien que souffrant d'un certain excès de générosité qui me laisse parfois à quai, je ne peux que m'incliner devant le dynamisme et le souffle nouveau qu'insuffle cette œuvre. Mettons ensuite en avant quelques films français ou francophones, ici en live action, qui prouvent une fois encore que notre cinéma se porte très bien et parfois hors des sentiers battus. Rapace de Peter Dourounsis, film intense sur une investigation en famille qui met en œuvre diverses obsessions menant sur le terrible chemin de la masculinité toxique. Et le cinéma ici s'en fait fort bien le témoin. Dossier 137 de Dominique Moll, autre film engagé, même si pas trop non plus, qui suit une certaine obsession de policière désabusée dans la continuité de La Nuit du 12, face à une impossibilité d'aller au bout d'une enquête. Sur fond de crise des gilets jaunes, les gens souffrent et le cinéma s'en fait un certain miroir. L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Une fois de plus, l'autrice filme le quotidien de la vraie vie et ici le potentiel délitement d'une famille dans l'intensité et le chaos de vacances trop stressantes, ou quand la forme désordonnée épouse parfaitement le fond. Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux, une des œuvres importantes de l'année par son regard sur une situation de tragédie absolue en Afrique et le combat d'un homme médecin qui en inspire plus d'un. Un film nécessaire qui trouvera d'ailleurs un écho documentaire dont je parlerai plus tard dans ce bilan. L'accident de piano de Quentin Dupieux, et oui, aussi bas, ça va en surprendre certains. Petite fausse note avant la chute. L'artiste multifacette commence, il est vrai, à énerver une certaine majorité, mais continue de m'intéresser personnellement par son regard presque mystérieusement pessimiste sur la société actuelle. Magaloche, ici l'héroïne, se présente ainsi comme une autre alter ego d'un auteur qui insiste dans une certaine maîtrise personnelle, bien que clivante.
The Neon People de Jean-Baptiste Toré. Un documentaire figure donc bel et bien dans ce bilan. Et, spoiler, ça ne sera pas le seul. Le journaliste cinéphile mais aussi cinéaste nous offre ici un regard juste et brûlant sur une autre Amérique de laissé pour compte en empruntant les tunnels d'un surcapitalisme obscur et aveuglant. L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, un triste flop pour un film français haletant et touchant, peinant il est vrai parfois par sa voix off omniprésente, mais sur un ensemble psycho-horrifique existentiel qui tient la route de A à Z, offrant une belle relecture du classique de Richard Matheson. Alpha de Julia Ducournau, ce genre de film qui me laisse perplexe quelques temps après son visionnage en salle, qui m'avait cependant marqué par son intensité et une émotion accrue. Je le laisse cependant ici, n'ayant pas eu l'occasion de le revoir pour parfaire mon avis à son sujet, car cela reste une œuvre importante d'autrice. En animation, même si j'ai l'impression, comme chaque année, de ne plus suffisamment en voir en salle, je vais commencer par citer deux suites. The Bad Guys 2 du français Pierre Périfel et des studios DreamWorks, dans la plus pure lignée actionneur cool du précédent, avec le même dynamisme et toujours plus d'ambition. Limite plus convaincant d'ailleurs que la conclusion de la saga Mission Impossible, dont il ne sera pas question ici. Et donc, Zootopie 2, du studio Disney qui réussit presque l'exploit d'être aussi bon que le premier, en explorant toujours plus son univers et en ouvrant quelques perspectives avec une visée des plus ludiques. Mais en termes d'animation occidentale américaine, je retiendrai surtout Elio ou Pixar dans un geste Spielbergien, certes parfois un peu trop calibré, nous offre ici malgré tout un film sincère et touchant qui appelle à l'imaginaire et sait ravir petits et grands. Et je n'en demandais pas plus devant l'écran. En Australie, nous avons eu le très touchant Mémoire d'un escargot de l'artiste Adam Elliott, dans la droite lignée de son formidable Mary et Max, peut-être un peu trop parfois, mais peut-on reprocher au monsieur d'avoir ses obsessions et de vouloir plus ou moins mettre beaucoup de lui dans ses créations ? En France, mais indirectement aussi au Japon, retenons Amélie et la métaphysique des tubes du duo Maëlys Valade-Liane Cho-Han qui, basé sur un roman très personnel d'Amélie Nothomb, nous offre quelques moments magistraux d'inventivité visuelle et d'émotions simples. Malgré un certain aspect didactique et narratif trop proche du livre, on ne peut que saluer la prouesse et la grande forme du cinéma d'animation, et encore, je n'ai pas évoqué une autre œuvre bien plus réussie à mes yeux et qui sera plus haut dans ce classement. En ce qui concerne le cinéma horrifique ou apparenté à l'étrange, dit de genre à l'international, retenons quelques grands moments faits de diverses approches. Les linceuls ou The Shrouds de David Cronenberg, le film de mort et qui respire la mort d'un cinéaste qui s'est déjà regardé mourir juste avant le temps d'un court-métrage et qui semble ici opérer un véritable enterrement cinématographique avec une justesse âpre propre à l'évolution de son cinéma. Quid de la suite après cela ? Après tout, un tel génie ne peut que rester immortel. Substitution, Bring Her Back, des frères Philippou. Je n'ai pas été autant renversé que la plupart de mes confrères, je l'avoue, mais une proposition horrifique pour le moins impactante ici, qui va chercher loin dans la noirceur et la cruauté, dans une ambiance familiale pour le moins mise à mal. Le duo de frangins confirme ici dans le trauma après la main très brutale. Les Maudites de Pedro Martín Carrero. L'horreur hispanique intergénérationnelle et obsessionnelle d'une toxicité loin d'être simplement fantomatique qui s'en prend aux femmes. Le décryptage d'un mal protéiforme mais qui renvoie à des traumas bel et bien sociaux et encore actuels. Frankenstein de Guillermo del Toro, oui, je le place là, l'ultime écrin d'un cinéaste formaliste qui donne une nouvelle fois tout son cœur à l'ouvrage. On peut ainsi regretter sa sortie sur Netflix et un manque d'impact sur le temps, mais sa sensibilité, parfois naïve il est vrai, envers les monstres nous touche toujours autant dans un geste de cinéma, une nouvelle fois organique et sincère. Par ailleurs, puisqu'on parle de cinéma américain, celui-ci s'est fait remarquer autrement dans un style plus mainstream, avec déjà par exemple sur Netflix
le A House of Dynamite de Catherine Bigelow, une véritable ambiance thriller politique propre au cinéma de l'autrice qui nous transpose en pleine tension au compte à rebours inéluctable, sorte de point limite moderne, matinée de 24 heures chrono, vous savez cette série, qui met les États-Unis et le monde occidental face à justement ses propres limites. Citons aussi Better Man de Michael Gracie, un film musical qui fait du bien et sort un peu des carcans habituels, avec un Robbie Williams qui n'hésite pas à être autocritique le temps d'une singerie visuelle plutôt galvanisante. Bugonia de Yorgos Lanthimos. Sur ce remake d'un film coréen déjanté et sans limite, le cinéaste grec épure un brin et esthétise à sa façon dans une tension complotiste et avant tout humaine de chaque instant, où Jesse Plemons brille et se mériterait peut-être bien un petit Oscar. The Brutalist de Brady Corbett. Une immense fresque sur l'impossible intégration d'un architecte survivant dans des États-Unis trop grands pour lui, où le cinéaste se fait son alter ego, dans une démesure, il est vrai, qui semble parfois lui échapper. De la belle œuvre, mais finalement, sur le même sujet, un film français moins ambitieux sur le papier a fini par le surpasser en sachant mieux canaliser ses intentions. Et dans cette catégorie blockbuster américaine, même si The Brutalist n'en est pas un de blockbuster en fait, je finirai par le cas spécial d'Avatar de Feu et de Cendre, troisième volet donc réalisé par James Cameron. Encore une immense expérience d'immersion cinématographique en salle sur le plan visuel et actionneur, avec une continuité logique dans l'univers développé. Mais qu'en restera-t-il dans le temps au-delà de son succès et de sa maîtrise ? Pas mal de questionnements certainement que je laisse en suspens depuis ma vidéo à son sujet. Avant d'attaquer le top 10, avançons donc sur les 20 autres films qui m'ont le plus plu sur cette année 2025. 30e position, Queer de Luca Guadagnino, la désincarnation humaine sous les traits d'un récit quasi autobiographique transposé au cinéma dans une nappe expérimentale que par moments David Lynch, paix à son âme, n'aurait pas renié. Daniel Craig en William Burroughs est épatant et son réalisateur se fait plaisir dans ce monde éthéré où le réel peine à exister dans ses projections fantasmagoriques. Un bel écrin formel et sensoriel qui mérite d'être apprécié. 29e place, Zion de Nelson Foy, l'impact d'un premier long métrage qui a beaucoup à dire sur des terres trop longtemps oubliées du cinéma métropolitain. Loin d'être une carte postale, ce film guadeloupéen se fait avant tout anticolonial et cherche à soigner un mal trop installé. 28e place, Nouvelle Vague de Richard Linklater. On évite ici la parodie ou l'hommage trop facile pour nous replonger en parfaite reconstitution ou faux making-of dans les affres créatifs du génie Godard entouré de sa bande de potes prête à révolutionner le cinéma. Un film loin d'être dégueulasse et à revoir avec passion. 27e position pour La Pivoleuse de Robert Guédiguian. Le cinéaste marseillais continue de dépeindre sa ville et ses habitants avec tendresse et engagement. Accompagné de sa petite troupe habituelle, il touche encore très juste dans ses émotions sociales centrées sur les petites gens avec une Ariane Ascaride pétillante en grand-mère chapardeuse. 26e place pour Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Et donc le cinéma français aussi va très bien avec ce jeune auteur qui continue son petit bonhomme de chemin tout en talent et sincérité. Une œuvre humaine qui ne surjoue à aucun moment l'émotion face à une disparition mettant à mal une famille pour au final en réunir une autre dans un cercle qui se construit peu à peu sous nos yeux ou quand d'une terrible absence difficile à accepter peut naître un nouvel élan. 25e place pour Eddington d'Ari Aster, dans un geste de nihilisme quasi misanthrope que Quentin Dupieux ne renierait peut-être pas à sa manière, l'auteur américain décide cette fois de psychanalyser son pays et de mettre tout le monde dos à dos ou presque dans un huis clos postmoderne impitoyable. Si sa finalité questionne sur le geste politique, l'œuvre foisonne et stimule la réflexion tout en cristallisant les débats, c'est déjà ça. 24e,
Un simple accident de Jafar Panahi, une palme d'or iranienne, certes politique, mais saluant l'importance d'un film qui ausculte profondément le mal d'un pays qui vit dans la peur et tente de s'en émanciper avec courage. Un faux road movie vengeur qui met en avant les dilemmes de personnages vivant dans la souffrance de l'incertitude et le doute des conséquences. 23e place pour Train Dreams de Clint Bentley, l'histoire intime et personnelle d'un homme qui évolue dans un pays en pleine évolution, un véritable témoignage sensoriel et historique fait de tragédies humaines et sociales au sein d'un pays en proie au progrès mais qui en oublie l'essentiel. Probablement le meilleur film Netflix de 2025, à la surprise générale. 22e place pour Reflet dans un diamant mort d'Hélène Caté et Bruno Forzani. L'anti-James Bond sur le déclin où se déconstruit le male gaze dans des souvenirs miroirs mélangeant fantasme, nostalgie et fiction mise en abîme. Un film qui va de l'avant et opte pour un changement perpétuel avec ambition et fascination tout en rejouant un certain passé ici renversé. 21e place, Sinners de Ryan Coogler, le geste émancipateur d'un réalisateur quittant un temps le giron du MCU pour proposer une œuvre frontale contre une Amérique qui s'approprie la culture et les peuples venus vivre en son sein. La vampirisation par le capitalisme ne peut que mener au chaos jusqu'à cet espoir de libération musicale peut-être déjà condamné. 20e position pour L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. The Brutaliste à la française, quelque part, sur son sujet principal, mais dans une approche différente et bien plus réaliste sur les arcanes d'un pouvoir qui étouffe l'art. Dans une réalisation très carrée où rien ne dépasse, sauf lorsque l'accomplissement devient impossible, on pénètre intensément dans la psyché d'un architecte danois qui n'arrivera pas à destination. 19e, Présence de Steven Soderbergh. Parfois un simple point de vue peut tout changer dans sa subjectivité, et quand la caméra épouse cette perspective qui observe et finit par comprendre avant d'agir, on ne peut qu'être happé par cette proposition cinématographique qui n'hésite pas au passage à questionner la place de chacun dans la famille et la société américaine. Et que dire de cette fin ? 18e position pour le Superman de James Gunn, un héros avec ses fragilités et sa dimension humaine, portant dans son sillage un véritable message politique engagé. On ne peut plus réjouissant donc en 2025 avec un auteur qui respecte l'univers des comics et se refuse enfin à enfermer le genre super-héroïque dans un carcan post-moderne. 17e position, et on va un peu tricher ici, pour Chime de Kiyoshi Kurosawa. Dans ce moyen-métrage dépouillé et nihiliste au possible, dans son jusqu'au-boutisme, l'auteur japonais joue sur nos frustrations pour accompagner ses personnages au plus profond de l'abîme capitaliste aliénante. Et trichant puisque, en parallèle, comment ne pas mentionner aussi son Cloud, où la société de consommation et la soif de possession à outrance se font infernales jusqu'à la fin du monde. Et sans oublier son remake francophone de La Voix du Serpent, où l'humanité disparaît désespérément dans la vengeance et le crime au-delà de tout point de non-retour. Merci donc à celui qu'on surnomme trop facilement l'autre Kurosawa pour cette triade de cinéma radical. 16e, 28 ans plus tard, de Danny Boyle, qui continue ici d'ancrer son univers dans une survie toujours plus complexe et bercée de toxicité masculine, et le cinéaste britannique libère ainsi une once d'espoir dans ce difficile rite de passage d'un jeune adolescent qui apprendra l'amour par la mort et découvrira le véritable sens de son humanité. D'ailleurs, la suite, non pas réalisée par Danny Boyle mais Nia DaCosta, arrive bientôt au cinéma. En 15e position, The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Le formaliste américain poursuit ici son geste politique d'Asteroid City pour le rendre plus aventureux et certes parfois plus anecdotique, mais dans une maîtrise ludique plus que jamais aboutie. Comme une fausse adaptation des aventures de Tintin, le décalage se produit plus d'une fois tout en captant les émotions au fur et à mesure que le voyage avance. 14e place pour La Chambre d'à côté de Pedro Almodóvar.
Dans un geste de mélancolie figé à la Edward Hopper, le cinéaste espagnol s'américanise un temps pour cristalliser un dernier instant de vie dans un ultime geste d'amitié absolue, ou comment profiter une dernière fois et faire son choix avant de rejoindre la mort des gens de Dublin. 13e place pour Life of Chuck de Mike Flanagan. Dans sa fragilité globale, le film regorge avant tout d'humanité, de questionnements très personnels qui résonnent fort dans cette vibration qu'est la vie. Et en sortant de cette séance de cinéma, au-delà d'une appréciation précise, c'est surtout les émotions qui l'ont emporté dans cette multitude. 12e position pour Mektoub My Love Kanto Doué d'Abdelatif Kechiche. Quand se pointe la fin de l'été, le crépuscule de l'innocence laisse vite place à la nuit et à la terrible réalité d'espoir vite désabusé. Et dans cette suite tant attendue, le cinéaste confronte son personnage principal à des chimères rapidement dissipées face à l'interventionnisme américain voulant marketer son œuvre artistique. 11e place pour L'agent secret de Kleber Mendoza Filho, la densité d'un faux thriller d'espionnage qui sonne comme l'excuse d'un devoir de mémoire et un récit historique sur un Brésil écrasé par son autorité et ayant du mal à s'en relever. Un vrai travail de recherche et de cinéma pour une œuvre où Wagner Moura rayonne et qui gagnera certainement en épaisseur au fil des visionnages. Car le top 10 n'était pas loin, j'ai hésité un certain instant, j'avoue. Justement, nous voici arrivés aux 10 brûlots qui ont le plus retenu mon attention, et ce malgré donc, vous l'avez compris, quelques atermoiements qui m'ont fait douter jusqu'au dernier instant. Mais il faut bien faire des choix. 10e place donc pour Arco d'Hugo Bienvenu, la séance de cinéma la plus réjouissante de l'année me concernant, dans une salle bondée avec des familles réunies, de laquelle beaucoup sont ressortis des étoiles dans les yeux. Une petite pépite d'animation française qui peut parler à tout le monde, avec à la fois une histoire simple d'amitié bienveillante et une double projection dans des futurs où tout serait possible avec humanité. Vraiment nécessaire. 9e position pour Tardes de Soledad d'Albert Serra. Dans un geste documentaire assez âpre, le cinéaste espagnol enferme son torero tueur dans des habits de lumière propres à la fiction surjouée d'un monde d'ego et de supériorité masculine. Portrait d'une cruauté ancestrale bien vaine et d'une démesure humaine jusqu'à l'excès où les regards se posent avec terreur. 8e place pour Bird d'Andrea Arnold, fable sociale bercée d'une illusion de fantastique sur une jeunesse rapide qui s'envole, un regard acerbe et minutieux sur ces générations qui vont vite et ne peuvent pas prendre le temps de grandir dans un monde qui exclut trop facilement. Ou comment la réalisatrice britannique a su me toucher en plein cœur dès ma première séance de cinéma 2025 et via un revisionnage qui a encore plus magnifié mon ressenti. 7e place, et c'est difficile de l'inscrire ici parce que c'est récent, Résurrection de Big Ann, l'ultime claque de cette fin d'année, vue d'ailleurs in extremis avant l'élaboration de ce bilan. Si j'ignore encore à quel point il restera dans le temps, ce film me fascine et foisonne encore dans mon esprit par de multiples questionnements et des images, des trouvailles cinéma absolument géniales dans ce grand voyage à travers le 7e art. L'un des moments hypnotiques de 2025 en salle. 6e place pour Soundtrack to a Coup d'État de Johan Grimont-Pré. Et juste avant Résurrection, justement, il y a eu ce rattrapage indispensable d'un des meilleurs travaux documentaires qui m'a été donné de voir depuis pas mal de temps. Ce travail de montage, de collage, de mémoire et d'habillage musical engagé, c'est ça aussi le cinéma. D'autant plus impactant lorsqu'il vient triturer le réel et nous informe sur ce qui résonne encore terriblement de nos jours. Un indispensable. 5e, Sirat d'Oliver Lache, dans cette quête impossible qui se transforme en traversée du désert, autant douloureuse que métaphysique, un père et son jeune fils se trouvent une nouvelle famille plus libre et détachée du monde avant d'affronter la cruauté du destin sur la bascule d'un fil trop ténu.
un autre grand impact sensoriel de cette année 2025 qui habite encore pas mal mon esprit. 4e position pour Évanoui ou Weapons en VO de Zach Cregger. Quand le mal américain parasite le quotidien, cela ouvre la porte à toutes les dérives. Et ce sont ici les enfants qui en deviennent le bras armé. Plus qu'un simple film horrifique, une œuvre sur un pays qui va mal, où le mal appelle le mal jusqu'à ce geste final cruel, faussement libérateur, bien que fatalement jouissif. 3e place, on retourne une nouvelle fois en Chine avec Black Dog de Guanhu, une grande œuvre de fin et de nouveau départ pour l'avènement d'une nouvelle Chine alors qu'une autre se meurt, mais aussi le retour d'un spectre d'antan, l'homme animal ou l'animal homme qui décide de revivre et de peu à peu se reconnecter à ses sensations suite à une rencontre canine miroir alors qu'un père lui s'en va. À tous ceux qui reprennent la route après être tombés avant de se relever, car d'une génération à une autre, le chemin de la vie continue. 2e place, encore en Chine, pour Les Feux Sauvages de Jiazhangke, car ce long métrage venu du même pays restera gravé dans les annales cinéma de 2025. Un film de temps et d'espace, d'émancipation mentale dans une Chine en évolution qui se tourmente sur elle-même, 20 années d'images récupérées pour former une œuvre collage quasi making-of, afin de reconstruire un hymne mélancolique à cette vie qui avance et parfois nous fuit. Et au bout du silence de cette existence qui passe, il reste un cri et un tout nouvel avenir peut être possible. Et donc en première position, le film de l'année, même si ça aurait très bien pu être le précédent, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. PTA y plante ici son œuvre somme d'une maîtrise absolue en sinuant les routes américaines de la Révolution tout en jouant sur la difficile transmission dans un pays gangréné par des forces obscures liberticides. Suivant la logique de ces grandes œuvres sur l'Amérique, le geste politique s'avère avant tout humain dans un cinéma absolu qui trône ainsi au sommet de l'année 2025. Ouvrant aussi une porte sur un futur entre les mains de celles et ceux qui continueront le combat avec peut-être plus de réussite, ayant appris des erreurs de leurs aînés. Voici donc qui conclut et parachève ce traditionnel bilan annuel. 2025 a donc été une année très forte pour moi en termes de 7e art et pas que en nouveauté. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai publiée la semaine dernière et qui référence 50 films plus anciens que j'ai eu l'immense bonheur de visionner sur ces derniers mois. N'hésitez pas en commentaire à préciser vos films préférés, vous pouvez balancer votre top 10 ou plus si affinité. Et si certaines ou certains de mes collègues passent par ici, ne vous inquiétez pas, j'irai bientôt voir vos bilans si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs pour y laisser un petit mot. En tout cas, on va partager ensemble tous ces films là donc que nous avons vus, certains qu'on a ratés et qu'on a envie de se conseiller. C'est pour ceci que la section commentaires vous est ouverte. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et donc déjà ancré dans cette année 2026 pour d'autres aventures. Ciao!